Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Ça fait un super bail que j'ai pas fait de live. Ça fait au moins, ouais, ça fait 3 semaines je pense, et pas loin de 4 même, puisque si je compte les semaines complètes. Ouais, bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver ici. Je vois que vous êtes chaud patate, déjà chaud bouillant, en train de troller dans le chat. Bonjour à toutes et à tous qui êtes déjà là dans le chat. Salut Fixou, salut Denis, Bodor. Salut Manon, salut Stéphane Philippard, salut Happy to Dev alias Fred, Mister Hardware qui était le premier chaud patate dans les starting blocks. Et puis bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live parce que, comme vous le savez, j'ai enchaîné un petit peu les conférences, c'est-à-dire que il y a eu des Vox il y a 2 semaines, 3 semaines. Des Vox, je vais vous faire un petit feedback sur tout ça. Il y a eu ensuite Mixit à Lyon. Et puis je suis resté le week-end dernier à Lyon et c'est pourquoi j'ai pas fait de live le lundi puisque je ne suis rentré que le lundi. Voilà. Vous savez tout. Et donc petit feedback très rapide sur les confs. Devox c'était plutôt pas mal. C'est loin d'être ma première à Devox, mais cette année beaucoup de monde. Près de 4500 personnes, mais ils ont innové, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils ont pris un étage supplémentaire, ce qui fait que toute la masse des gens était répartie sur 2 étages, avec des salles de conférence à l'étage inférieur, et c'était pas mal. Ça a permis de respirer plutôt pas mal en termes de circulation dans les couloirs et entre les salles. Il y avait plus de temps aussi entre chaque session, mais beaucoup de sessions, car beaucoup d'orateurs et d'oratrices. Je crois qu'on était plus de 300, c'est quand même énorme. Sur de mémoire 1248 sujets soumis. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Salut Mélix, bienvenue à toi Mélix, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et donc je disais donc à Devox pas mal de confs. Comme à mon habitude, j'en ai pas vu tant que ça, parce que chaque fois que je suis dans des grosses confs comme ça, je passe beaucoup de temps finalement dans les couloirs à discuter, à aller voir les uns les autres. On m'arrête souvent aussi dans les couloirs, donc on part dans des discussions infinies qui sont extrêmement intéressantes. J'ai fait quelques petites sélections de talks. Moi, pour ma part, j'ai donné 2 talks. Donc le talk sur l'AGC, l'ordinateur des missions Apollo avec Romain Berton. Très bonne session, encore une fois, ça nous a fait plaisir de voir beaucoup de gens intéressés par le sujet, et une deuxième session donc le vendredi après-midi sur mon talk concernant comment écrire un compilateur, une machine virtuelle avec compilation de JIT pour les nuls. Et donc un talk comme ça qui est quand même un peu velu techniquement, un vendredi après-midi plutôt vers 15h, donc ça pique un peu, mais la salle était super bien remplie. J'ai eu de très bons feedbacks, d'autant plus que j'avais un guest dans la salle, et certains l'ont deviné, c'est Mister Fabrice B, qui était au fond de la salle, que je salue au passage, même si je sais qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais je le salue au passage, et je le remercie infiniment de m'avoir fait des feedbacks très positifs sur mon talk, et d'avoir ensuite discuté sur plein de sujets. Tech, mathématiques, etc. Donc ça faisait longtemps que je voulais rencontrer ce monsieur, et ça m'a fait extrêmement plaisir qu'il soit là, qu'il vienne voir mon talk, et puis qu'il ait apprécié, et notamment qu'il apprécie la construction du talk, l'articulation et le côté démystification de ce sujet qui est vraiment assez complexe, et que j'ai réussi à faire rentrer dans 45 minutes. Voilà, donc ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et donc la semaine suivante, il y avait donc Mixit à Lyon. C'était mon premier Mixit pour le coup, et Lyon c'est une ville que je ne connaissais pas du tout. Alors mon équipe tech, j'ai une partie de mon équipe tech qui est à Lyon. Vous savez que vous savez ou pas d'ailleurs, je vous le dis. Donc je suis CTO d'une boîte, et j'ai mes équipes tech qui sont réparties un petit peu partout en France et dans le monde. J'en ai à Orléans, j'en ai à Lyon, j'en ai à Lieusaint, j'en ai à Barcelone, Madrid, Ho Chi Minh au Vietnam. Enfin bref, j'ai des gens un petit peu partout. Et régulièrement, maintenant je vais régulièrement à Lyon, mais en gros je fais des retours, donc j'avais jamais eu l'occasion de visiter. Donc le fait d'avoir Mixit, ça m'a permis donc d'aller travailler une journée là-bas, et ensuite de profiter pendant 2 jours de Mixit, et j'y suis resté le week-end puisque ma compagne m'a rejoint là-bas. Ça m'a permis de visiter la ville, et je trouvais que Lyon était une très belle ville.
très agréable. Et puis ça m'a permis aussi de revoir des amis IES hein, là-bas, des speakers, des speakeuses, des amis. D'ailleurs Philippe, coucou, puisqu'on a Philippe Charrière et moi, avec ma compagne, on s'est fait un petit resto des familles qui était plutôt sympa. Ben voilà, donc ça m'a permis de découvrir un petit peu la ville, et puis la conf était vraiment plutôt sympa aussi. Et donc là-bas, j'y donnais un dernier talk, donc encore une fois avec Romain Berton. C'était donc l'AGC, l'ordinateur d'émission Apollo, et c'était donc la dernière session qu'on donnait. C'est la 7e et dernière fois qu'on donnait ce talk. Et encore une fois, on a eu beaucoup de bons feedbacks, donc ça fait plaisir. On a fait tourner ce talk pendant quelques mois, on l'a donné 7 fois, maintenant une page se tourne, donc à moins qu'on nous sollicite pour aller le redonner quelque part, soit que ce soit en meet-up ou dans une conf, a priori on ne le redonnera plus. Voilà. Mais donc je remercie énormément Romain d'avoir partagé cette aventure avec moi pour ce talk. C'était vraiment passionnant de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir partager un sujet qui nous passionne tous les deux, hein, la conquête de l'espace, avec un sujet hautement technique aussi. Donc c'était vraiment super. Voilà. Donc bon, je vais arrêter de parler de ma vie, parce que 3615 Code My Life, vous n'êtes peut-être pas forcément venu pour ça. Donc moi en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va reprendre les bonnes habitudes. Comme vous avez pu voir sur le titre du live, on va, et j'en ai parlé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on va impacter là dans quelques minutes. Je vais vous montrer comment impacter un logiciel pour faire un paquet Debian et un utilitaire que j'ai développé pour Proxmox VE il y a quelques années. On va l'impacter ensemble pour pouvoir créer un paquet deb et de pouvoir le déployer sur des nœuds Proxmox VE, mais qui pourrait être déployé sur finalement n'importe quelle distribution Debian compatible. Voilà. Donc ça c'est le sujet de fond qu'on verra juste après. On va commencer donc par les news habituelles, j'ai envie de dire. Donc le noyau Linux, puisque ça fait longtemps maintenant, presque un mois que je vous en ai pas parlé, vu que j'avais sauté tous mes lives. Donc sachez que Linux 6.9 RC7 est disponible. Donc RC7, là on commence à arriver vers des numéros un peu hauts, et je serais tenté de dire qu'il devrait y avoir encore peut-être une release candidate, une RC8 la semaine prochaine, ou une finale qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, on devrait avoir, je pense, la version définitive du noyau 6.9. Que dire sur cette version RC7 et puis d'ailleurs les précédentes, hein, la RC6, la RC5 dont je vous ai pas parlé? Pas grand chose, c'est une version qui est plutôt calme, qui, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, en fait, qui apporte surtout beaucoup d'ajouts, de petits ajouts de pilotes, de petites corrections, des petites choses comme ça, notamment sur des corrections sur le file system, quelques optimisations par-ci par-là. Et là on le voit, hein, Linus Torvald il en parle, je vais rezoomer encore un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Il dit que finalement sur les stats du 6.9 tout a l'air plutôt assez normal, il n'y a rien vraiment d'alarmant, il y a la plupart des changements qui sont apportés concernent essentiellement les pilotes. Comme d'habitude, hein, plus on va dans les release candidates, plus les correctifs touchent le plus souvent aux pilotes, donc pas de grosses choses. Quelques petites choses sur l'USB, des pilotes sur le networking, etc. Et puis des petits changements, comme d'habitude, qui touchent au file system, ROFS, TraceFS notamment, il en parle. Et puis pas grand chose d'autre. Voilà, des petits fixes au niveau de la pile réseau, mais voilà, il n'y a rien vraiment d'incroyable sur cette version. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines, hein, la 6.9 c'est vraiment une version intermédiaire qu'on va qualifier plutôt une version de maintenance. Donc il ne va pas se passer grand chose sur son noyau, il n'y aura rien de révolutionnaire. C'est un noyau qui durera quelques mois, qui sera probablement intégré dans des distributions de type rolling release, et puis il vivra sa vie quelques mois et il passera la main ensuite à la 6.10 d'ailleurs. Voilà pour ça. Sinon, pour rester dans le domaine de Linux, je voulais vous partager, je vous partage ça à l'écran, Nitrux OS. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un live, ou en tout cas je vous en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Blue Sky, etc. Donc Nitrux, c'est une distribution Linux basée sur Debian, mais qui est une distribution Linux de type immuable. Donc elle est essentiellement basée, elle a plutôt un kernel, on va dire, un noyau de la distribution qui est basé sur des paquets Debian, et le reste est déployé plutôt par des applications de type AppImage, donc qui sont des applications entre guillemets conteneurisées, donc qui tournent dans leur propre espace. Et voilà, donc la version 3.4
1 de Nitrux est sortie. Elle est sortie le 29 avril, donc il y a quelques jours. Le nom de code c'est Mi. Voilà. C'est une version principalement de maintenance aussi, donc celles et ceux qui ont déjà utilisé Nitrux, vous n'aurez pas de grosses révolutions. Il y a eu quelques petits correctifs qui ont été apportés, notamment au système de contrôle global, à l'installeur. Quoi d'autre, je me souviens plus trop. Ils ont ajouté donc quelques nouveaux outils. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Donc SafeRM, PowerTop, ils ont rajouté donc DebugFS, OpenRazer, donc pour le périphérique de Razer évidemment, Fprint pour la gestion des empreintes digitales, etc. Donc c'est pas une grosse release. Il n'y a rien d'incroyable dans cette version, mais voilà, si ça vous intéresse de tester des distributions, vous pouvez lui donner une petite chance. Elle est plutôt pas mal, plutôt agréable. C'est basé donc sur du KDE Plasma. Salut Philippe. Ah, tu es à la bourre, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je parlais de toi tout à l'heure. Donc je disais, c'est une distribution basée sur KDE Plasma qui est plutôt agréable à utiliser. Alors je l'ai téléchargé sur un de mes nœuds Proxmox tout à l'heure, j'ai essayé de l'installer dans une VM et par contre il y a une petite erreur lors de l'installation lorsqu'on sélectionne la time zone Europe Paris. Je pense qu'il y a un problème dans leur installeur, il manque quelque chose et donc du coup ça échoue. Donc si vous voulez la tester, ne testez pas en sélectionnant la time zone Europe Paris, gardez une time zone par défaut, j'en sais rien, US, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un petit bug, donc peut-être si j'ai le temps je ferai peut-être un petit rapport de bug. J'ai testé 3 fois et 3 fois c'était reproductible. Voilà, donc ce qui est dommage parce que un des objectifs, c'est pas de tester les distributions que en mode live, mais de pouvoir les tester aussi en les installant, soit dans des VM, soit sur du matériel physique, du bare metal. Mais là, c'est dommage que ce petit bug de l'installeur apparaisse, parce que ça empêche d'aller au bout de l'installation, ce qui est quand même dommage. Et sinon, l'installeur est vraiment plutôt bien fait, très agréable à utiliser, très clair, avec un design très moderne. Enfin voilà, c'est plutôt une distribution, je dirais, globalement assez simple à prendre en main et à mettre en place, j'ai envie de dire. Donc voilà, donnez-lui sa chance, testez, ça peut être votre future distribution de travail. En tout cas, si vous êtes intéressé par la distribution de type immuable, vous pouvez regarder de ce côté-là, c'est intéressant. Alors il y a plein d'autres distributions immuables, hein, on en parle assez régulièrement. Je n'ai pas encore d'avis très tranché sur le sujet. Je ne sais pas si vous en avez. N'hésitez pas à dropper les commentaires à dropper des commentaires dans le chat. Moi, j'ai pas d'avis ultra tranché sur les distributions de type immuable. Je pense que ça résout certains problèmes, mais des fois, j'ai l'impression que ça tente de résoudre des problèmes qui n'existent que dans la tête des gens. Donc, je sais pas. J'ai pas un avis super tranché sur ces distributions. Un des avantages, par exemple, c'est aussi, ça apporte énormément au niveau sécurité, ça permet aussi, comme certaines distributions, de pouvoir revenir facilement en arrière sur une version, de pouvoir avoir dans certains cas plusieurs versions du même soft, installées dans des espaces, des namespaces un peu différents, un peu à la Docker, j'ai envie de dire. Mais voilà, je ne sais pas si pour un usage quotidien d'un système d'exploitation, si c'est encore des choses qui sont très matures aujourd'hui. Voilà, j'ai pas d'avis. Moi, je reste assez attaché aux distributions un peu plus traditionnelles, type Debian, Linux Mint, Fedora, etc., qui n'intègrent pas encore toute cette notion d'immutabilité dedans. Je pense que c'est un domaine qui est encore assez jeune et beaucoup de distributions qui tentent de travailler là-dessus, essayent de résoudre des problématiques et qui ne sont pas encore tout à fait mûrs dans la tête des gens, notamment pour des usages de type desktop. Voilà, pour des usages de type serveur, je pense que c'est déjà un peu plus mature, mais pour des usages de type desktop, je ne suis pas encore certain de percevoir l'usage. Voilà. Ouais, Manon, tu as raison, le site de la distribution est un peu avare en présentation, ouais, complètement, c'est assez light. Donc si on sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas se dire tiens, c'est une distribution Debian ou pas Debian, est-ce que c'est une Debian-like de plus ou pas, on n'arrive même pas à voir que c'est une distribution, enfin de façon simple, une distribution de type immuable. Donc c'est dommage parce que il y a des choses qui pourraient mettre un peu plus en avant sur leur site web pour promouvoir leur distribution ou expliquer en quoi elle peut être
différenciantes sur des usages des uns pour les uns et les autres. Voilà. Donc je te rejoins assez sur le sujet. Je trouve que le look and feel du site, c'est très moyen. Donc il faut déjà savoir ce qu'on veut. Alors, Philippe, il lance un petit troll. Là, tu veux dire plus light qu'Exerbo. Exerbo. Pour ceux et ceux qui ont testé Exerbo, je dirais que c'est une sorte de Gentoo en plus compliqué et moins pratique, moi j'ai l'impression. Mais bon, je vais pas me lancer dans le troll tout de suite sur Exerbo, mais un de ces quatre, tiens, faudra qu'on fasse un test. Peut-être qu'on fera un live spécial Exerbo pour voir comment on l'installe, comment on la déploie, qu'est-ce que ça apporte, etc. Je pense que c'est pareil, Exerbo, il y a des bonnes idées à la base, mais ça cherche peut-être à résoudre des problématiques. Des problématiques qui n'existent peut-être que dans la tête des gens. Mais bon, bref. Donc, on va avancer sur les autres sujets parce que vous êtes venus ici pour voir comment on impacte un paquet Debian, un soft. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, ce week-end, j'ai eu une pull request sur mon projet PVE Bulk, donc, qui permet d'appliquer, je vous le partage à l'écran, hop, qui permet donc d'effectuer des actions de façon groupée sur des machines virtuelles ou des conteneurs sous Proxmox VE. Donc ça permet par exemple de pouvoir créer des snapshots pour tout un ensemble de machines virtuelles ou de détruire des snapshots, arrêter les machines ou les démarrer en mode bulk. Donc voilà, donc c'est un petit script shell que j'ai développé il y a quelques années, que j'utilise sur mes nœuds, Proxmox, pardon. Ça me rend de fiers services et j'ai quelques utilisateurs et donc j'ai un utilisateur qui me fait très régulièrement des pull requests, qui me corrige des petites choses ou qui me rajoute des petites fonctionnalités. Donc c'est Jenny Costanzi, donc, que je salue au passage, qui est italien. Et donc Jenny m'a fait une pull request il y a quelques jours. Et donc à la faveur de l'intégration de sa pull request, j'ai décidé de packager le PVE Bulk. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il rajoutait, la fonctionnalité qui est le bash complétion. Donc, vous lancez PVE Bulk, vous faites tab et hop, ça vous complète automatiquement la ligne de commande, etc. Donc là, il a fallu que je mette en place un système comment je dirais, d'installation à travers d'un make, etc. Donc j'ai créé un makefile ici qui permet donc de pouvoir avoir une cible, des cibles standards, make all, make clean, donc qui aujourd'hui ne font rien parce que ça reste un script shell, mais peut-être j'ai dans l'idée plus tard de réécrire cet utilitaire dans un autre langage, donc il y aura peut-être besoin de le builder. Un make install et un make uninstall. Donc le make install permet donc d'installer le script à l'endroit qui va bien sur votre système, par exemple USRBin, et d'installer le bash complétion dans le répertoire ad hoc pour avoir la complétion automatique. Donc il a fallu que je fasse ça. Et donc je me suis dit, bon bah quitte à avoir le make install et le make uninstall, donc d'avoir quelque chose qui est un petit peu autoporteur, parce qu'avant, pour installer mon script, je le clonais le dépôt dans /opt, par exemple, /opt/pvebulk, et puis je crée un lien symbolique du binaire vers USR local bin. Voilà. Donc c'était l'installation du pauvre, on va dire, mais à la mano. Et là, donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à avoir un truc qui installe, autant aussi créer un paquet Debian, puisque c'est des choses que je sais faire. Je vous en ai déjà parlé dans certains lives. Et du coup, j'ai créé un paquet Debian, donc, qui permet d'avoir donc l'idempotency aussi d'un paquet Debian. On parle beaucoup d'idempotence très très régulièrement. Et puis d'avoir la facilité de déploiement, c'est-à-dire vous prenez votre point dev, vous le mettez sur votre serveur, vous faites apt install de votre point dev, boum, ça installe, vous faites apt apt auto remove du paquet, pof, ça l'enlève. Donc c'est quand même plus pratique que d'aller cloner un dépôt et de faire un make install, etc. puisque ça requiert make et tout ça. Voilà. Et puis ça permet éventuellement de pouvoir déposer votre point deb sur un serveur et de créer finalement un dépôt dans lequel vous avez vos points deb que vous pouvez déployer. Donc je suis allé au bout des choses et donc maintenant j'ai dans les releases, dans la dernière release, hop, vous avez
Donc le code source qui est disponible évidemment et le paquet Debian pour AMD64 qui est disponible et là je build aussi en automatique dans mon usine logicielle pour le ARM64 notamment pour du Pmox si ça vous intéresse et je me suis dit quitte à faire ça pour PVE Bulk, je vais faire ça pour mon autre projet qui s'appelle PVE Autosnap qui permet de prendre des snapshots, je vais vous l'afficher à l'écran, qui permet de prendre des snapshots automatiques de machines et de faire de la rotation de snapshots. C'est un utilitaire pareil que j'ai développé il y a plusieurs années et qui permet de dire voilà je veux faire des snapshots automatiques à intervalles réguliers, donc on met ça dans cron tab et ça va créer des snapshots automatiques de machines virtuelles, de conteneurs, ça va faire les rotations automatiques de snapshots en disant pour tel VM je veux garder que les 3 derniers snapshots qui ont été faits automatiquement, etc. Donc c'est un truc que j'ai développé il y a un petit moment et dont je me sers aussi sur mes nœuds Proxmox. Comme ça je sais que je peux faire du snapshot automatique en plus des backups. Je rappelle que les snapshots ne sont pas des backups. Et donc entre deux backups qui sont effectués chaque nuit de mes VM et de mes conteneurs, j'effectue des snapshots automatiques sur lesquels il y a de la rotation de snapshots. Voilà, j'ai développé cet utilitaire pour ça parce que je trouve que dans Proxmox, le snapshotting automatique et la rotation de snapshots, c'est quelque chose qui manque, je trouve, en tout cas pour mon usage. Voilà. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais packager PVE Autosnap et je me suis dit autant le faire avec vous, comme ça vous montrera comment on s'y prend pour pouvoir packager un utilitaire et de pouvoir le déployer donc sur un serveur. Voilà. Donc je vous affiche ici mon petit terminal des familles. Donc je vous rappelle que j'ai mon propre GitLab personnel, donc je vais d'abord travailler sur mon GitLab personnel. On va mettre en place donc la débianisation de PVE Autosnap. Ensuite on va créer le GitLab CI YML qui va bien pour pouvoir le builder en automatique ce point deb dans mon usine logicielle. Et une fois que tout sera fait, j'aurai plus qu'à pusher sur mes miroirs Bitbucket, GitHub et gitlab.com. Voilà. Donc allons-y, ça j'en ai plus besoin. Donc je vais aller donc dans PVE Autosnap. PVE Autosnap donc qui est le logiciel que je vais impacter. Hop, je vais m'assurer que je suis bien sur la dernière version. Git pull, c'est bon, c'est déjà à jour. Ce qu'il faut savoir quand vous allez débianiser un paquet, il va vous falloir un certain nombre d'utilitaires. Il va vous falloir dhmake, voilà, il va vous falloir aussi dpkg build package, voilà. Donc ça ce sont des utilitaires qui viennent directement depuis certains packages. Alors je vais vous montrer ça parce que j'ai un package, hop, / projet, je vais vous montrer parce que moi j'ai un méta-paquet qui m'installe tous mes outils de dev, donc je ne vais pas vous dire de bêtises sur les paquets qu'il vous faudra pour effectuer ces opérations. Olivier Poncet, attic, projet, package, src et maxil base. Alors il vous suffit donc d'installer le paquet voilà, dev scripts et developer. Je vais agrandir monospace 17, voilà. Donc il vous suffit de faire un apt install de dev scripts et developer. Ces deux paquets là vous serviront vous apporteront tous les outils Debian nécessaires pour pouvoir impacter vos logiciels. Ensuite, avant de lancer la débianisation d'un paquet, donc il faut vous mettre dans le répertoire de votre logiciel, il y a deux choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin de deux variables d'environnement et que je vais vous mettre ici. C'est pas ça, c'est deb underscore. Voilà, vous avez besoin de deux variables d'environnement. Deux variables d'environnement qui sont deb full name, donc en majuscule, dans lequel vous allez mettre votre nom, le nom de l'impacteur. Et vous allez avoir besoin de deb email qui va être l'email de l'impacteur. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont, si vous ne les mettez pas automatiquement, lorsqu'on va lancer la débianisation d'un paquet, il va prendre des valeurs par défaut, et autant que ce soit les vôtres, automatiquement. Donc, vous faites export deb full name égale votre nom. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous faites export deb email
égale votre adresse email. Voilà, tout simplement. Alors moi, c'est déjà dans mon environnement, puisque c'est dans mon point .hrc. J'ai un deb email et un deb full name qui est automatiquement positionné. Voilà, comme ça, on s'embête pas. Mais si vous le faites de façon anecdotique, pensez à le faire, à faire ces exports. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre répertoire, dans le répertoire du logiciel que vous souhaitez impacter, on va appeler la commande dhmake. J'ai préparé la commande dhmake et je vais lui passer, hop, là c'est pve, autosnap. Alors, dhmake, ça va permettre de débianiser le paquet. Donc il va créer dans le répertoire du projet un répertoire Debian avec un certain nombre de fichiers qu'il va falloir remplir, qu'il va falloir compléter pour pouvoir justement créer ce paquet. Donc dhmake. Donc par défaut, je lui dis me pose pas de questions, dis yes à tout. Je crée un paquet de type single, c'est-à-dire que dedans, alors vous avez plusieurs types de paquets, single, multi, etc. pour savoir est-ce que ça apporte un seul logiciel ou plusieurs, etc. Bon, donc là, par défaut, c'est souvent type single. Le copyright, je lui mets GPL2, donc c'est la GPL V2. Puisque il ne va pas le trouver automatiquement dans mon dépôt. Sinon, il est capable de le trouver quand il y a certains fichiers copying tout court qui sont disponibles. Il arrive à le déterminer. Mais si vous voulez mettre un copyright particulier, vous mettez -copyright. Alors, man dhmake, si vous voulez avoir la liste de tous les copyrights possibles. Et là, c'est GPLv2. Voilà. Je lui ajoute... Alors, attendez, parce que là, on ne voit pas avec... hop. Je lui ajoute... Comme ça... verrez mieux, le flag --create orig, parce que normalement lorsqu'on impacte un logiciel, on part d'un tarball qui est déjà existant. On télécharge le tar d'un logiciel, c'est par exemple mon projet le numéro de version .tar.gz, et il a besoin de ce tarball normalement pour faire la débianisation d'un paquet. Sauf que là, comme je pars pas d'un tarball, mais je pars directement d'un dépôt Git, je vais lui dire c'est pas grave, t'as qu'à créer un tarball avec ce qu'il y a dans le répertoire courant. Et comme ça, il va s'en débrouiller. Et je vais lui, comme il part pas d'un tarball, donc il connaît pas le nom du projet, et que le tarball normalement il a un format, enfin le répertoire dans lequel on est, il a besoin d'un format qui est particulier, c'est le nom du projet underscore le numéro de version, etc. Je lui donne ce nom en lui disant voilà, prends comme nom du projet, donc -p, pve-autosnap, donc ça c'est le nom du projet, underscore le numéro de version. Voilà. Et donc là, je lance ça et il me crée automatiquement ici, donc dans le répertoire, donc il me dit que le mainteneur name c'est Olivier Poncet, c'est ce que j'ai mis dans la variable tout à l'heure, l'email adresse c'est poncet@free.fr, la date c'est la date du jour, le package name c'est pve-autosnap, la version c'est 0.0.0 puisque je suis sur master, je suis pas sur une version particulière, donc je mets toujours 0.0.0. Après vous pouvez changer ça dans le fichier changelog, on va voir après. La GPL, la licence c'est GPL-v2 et le package type c'est single. Donc très bien. Si je fais un git status, on voit qu'il m'a créé un répertoire Debian. Donc ce répertoire Debian, tu es allé dedans et vous allez voir qu'il m'a mis toute une foule de fichiers. Hop, je vous les mets là. Donc un fichier changelog qui, comme son nom l'indique, c'est le changelog du paquet et qui va contenir le numéro de version du paquet qu'on va construire. Ensuite, un fichier contrôle, c'est le fichier dans lequel on va dire de quoi dépend ce paquet, est-ce qu'il dépend d'un autre paquet, quelle est sa description, quel est son nom, etc. Le copyright, c'est là-dedans qu'on va mettre toutes les informations de copyright, et quand je dis toutes les informations, c'est le copyright du logiciel qu'on est en train d'impacter, mais éventuellement des composants qui peuvent être inclus dedans. Donc si vous avez par exemple un logiciel qui inclut des librairies qui sont directement en bundle dedans, vous pouvez rajouter la licence de chaque composant. Et ensuite, il vous fixe à créer un certain nombre de fichiers ex, donc c'est des fichiers exemples, qui peuvent vous servir, par exemple pour faire des man pages, pour avoir des scripts de post-installation, de post-suppression, de pré-installation ou de pré-suppression, etc. Ce sont des hooks qui sont exécutés par apt lors de l'installation de la suppression de paquets. Un readme.debian, un readme.source, un fichier rules. Le fichier rules, on va le voir juste après, c'est un fichier qui est au format makefile qui permet justement de scheduler, d'ordonnancer toutes les fonctions lorsqu'on crée un paquet.
Donc on va y revenir juste après. Donc première chose que je vais faire, on va faire le ménage. Je vais supprimer tous les fichiers .exe. Voilà, on va faire un petit peu de ménage. Je vais supprimer le fichier .docs parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Le readme.debian, le readme.source. Je vais garder vraiment le strict minimum. Voilà. Et donc je me retrouve avec un fichier changelog, un fichier control, un fichier copyright, un fichier rules. Donc je vais les ouvrir et comme ça on va les regarder un à un. Hop, changelog, control, copyright, rules. Voilà, donc dans le fichier changelog, il me dit le projet c'est PV Autosnap, donc le format est très important, il faut vraiment respecter le format qui est dans ce fichier parce que APT, enfin DPKG, va s'en servir pour construire le nom du paquet, son numéro de version, etc. Voilà. Oui, Manon, je n'ouvre pas avec Nano, évidemment, vous me connaissez, VI Everywhere. Donc on a PV Autosnap, entre parenthèses le numéro de version du paquet qu'on est en train de construire. Et ensuite, on a un tag qui peut être, là c'est unreleased, ça peut être unstable par défaut, vu que c'est une version de travail, je mets unstable. Urgency, medium, ça c'est, je vous laisse vous référer à la doc Debian pour ça. Et ensuite, vous avez votre changelog, initial release, et éventuellement, on peut dire, ça a clôturé le ticket numéro Tartampion, etc., etc. Donc ça reste un changelog assez classique. Une fois que ça c'est fait, hop, on va passer au deuxième fichier. Donc le fichier contrôle. Le fichier contrôle, c'est celui qui va permettre de dire comment on va impacter ce programme et comment il va surtout être aussi installé. Donc de quoi il dépend, de quelle section il est, etc. etc. Ce que je vais faire pour vous montrer, je vais prendre ce fichier contrôle, gvim, diff-n, contrôle, et je vais prendre celui de PVE bulk pour vous montrer, ça va aller beaucoup plus rapidement. Contrôle, voilà, donc je mets zoom en plein écran. Donc en haut on va retrouver la source, donc c'est le nom, c'est PV Autosnap. Et dans quelle section? La section c'est dans quelle section on va mettre le paquet. Là comme c'est du Proxmox, c'est une section admin. Après vous avez des sections games, vous avez des sections utilities, etc., etc. Donc priority c'est optionnel, c'est un pack optionnel, maintainer c'est moi, dépend de, c'est là où on va être le build depends, c'est est-ce qu'il a besoin d'outils de build particuliers pour pouvoir être buildé. Par exemple ça pourrait être GCC, Rust, tout ce que vous voulez, etc. Donc là vous allez mettre vos dépendances de build principalement. Le standard version on n'y touche pas. Ensuite la homepage, bah là tout simplement vous mettez la homepage de votre projet, moi je vais mettre le nom de mon site web. Ça c'est commenté, j'en ai pas besoin. Rules requires routes par défaut c'est non. Voilà. Donc le package, donc c'est PV Autosnap. L'architecture, vu que c'est un script, ça fonctionne sur à peu près sur n'importe quelle architecture, mais on peut spécifier les architectures si c'est spécifique à une architecture, par exemple AMD64 ou ARM64 si c'est quelque chose qui n'existe que pour cette architecture. Voilà. Et ensuite on a la description du paquet. Hop. Donc la description, je vais faire un copier-coller, et je vais prendre directement Zoo. Là c'est automatique snapshot. Hop, on va copier-coller ça. Voilà. Automatic snapshot for Proxmox VE. Voilà, donc vous avez la description sur la première ligne, et ensuite si vous avez plus de lignes en termes de description, et ben tout simplement vous allez à la ligne suivante et vous la démarrez par un espace. Ça c'est très très important. Donc hop, je vais faire un copier-coller, PVE Autosnap is a utility script which is designed to perform automatic snapshots. Voilà, donc ça y est, j'ai mis la description de mon projet. Voilà, donc là j'ai créé mon fichier contrôle. Et pour ça c'est bon. Ensuite, la partie copyright. On va faire la même chose pour la partie copyright. Donc là, on va aller juste contrôler que ce qui est dedans, c'est bon. Et qu'on a bien toutes les informations de copyright qui sont nécessaires. Donc, ici, je vais reprendre. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Hein, il suffit de suivre chaque tag, chaque champ.
Donc upstream name, donc c'est PV AutoSnap. Upstream, donc c'est le nom du projet sur son dépôt de référence. Le contact, c'est moi. Ensuite, pour tous les fichiers, alors là, vous voyez, il y a des wildcards qui existent en disant que par défaut, tous les fichiers sont sous telle licence. Donc là, moi, je vais mettre hop, la licence. Toc. Et je vais mettre licence GPLv2. Il y a combien? Zoo. Chez Toosling. On va faire un hop, je colle. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je dis que tout ce qui est dans le répertoire, tous les fichiers qui sont dans le répertoire Debian, sous quelle licence ils sont. Voilà, ça tombe bien, je vais mettre la même licence. Mais ça pourrait être une licence différente. Hein. Voilà. Voilà. Et à la fin, c'est du commentaire. J'enlève. Donc, là, je me retrouve donc avec un fichier qui est rempli, un fichier de licence, donc qui dit que par défaut, tout est sous licence GPL, et que tout ce qui est le répertoire Debian, c'est aussi sous licence GPL, mais ça pourrait être une autre licence. C'est vous, c'est en fonction de comment est délivré le projet, et donc des différentes licences. Et si vous avez des répertoires avec des licences différentes, bah, il vous suffit d'ajouter dans le fichier copyright les licences, et comme ça il y a le système de Debian qui est capable de dire bah voilà, je peux restreindre que à des trucs GPLv2 ou je veux pas tel type de licence, etc. Ça permet d'avoir de la traçabilité principalement. Ensuite, le fichier rules. On y va, je vais prendre le fichier rules. Donc le fichier rules, c'est un fichier de règles qui par défaut, je vais supprimer ce qui est commenté, qui par défaut est au format makefile, et il dit que pour n'importe quelle règle que l'empacteur Debian va appeler, n'importe quelle règle, il va appeler DH, le nom de la règle. Donc DH, c'est les outils Debian Helper sur lesquels il va avoir DH build, DH install, DH uninstall, etc. Là, je ne vais pas vous faire la démonstration, peut-être qu'on le fera à un autre moment, parce que sinon c'est un peu long, mais on peut surcharger certaines cibles en disant par exemple DH build override, etc., etc. Donc on peut dire, on peut surcharger certaines règles de build si on veut rajouter des commandes qui ne sont pas par exemple dans le makefile standard que vous avez fourni. Voilà. Et ceci étant fait, on se retrouve donc avec quelque chose qui est normalement bon à l'empaquetage. Donc je vais remonter d'un cran, je fais un git status. Voilà, je vais faire un git add de mon répertoire Debian. Git status, voilà. Donc j'ai mon fichier Debian changelog, control, copyright, rules, format. Donc normalement, si j'ai bien fait mon taf, eh bien, je vais pouvoir appeler dpkg build package et je vais lui dire -b pour builder un paquet binaire. Je veux pas créer un paquet source, parce que vous savez que sous Debian, comme beaucoup de distributions, vous avez le paquet source, donc celui qui contient les sources avec les éventuels patchs et le répertoire qui sert à le construire, par exemple ici le répertoire Debian, et vous avez le paquet binaire qui est celui qui normalement vous installez sur votre machine. Donc là je vais lui dire construis-moi que le paquet binaire et rien de plus. Et comme j'ai pas mis là de clé GPG, je le signe pas avec une clé GPG particulière pour l'instant, je vais mettre -- no sign. Comme ça, il va rien signer du tout et il va builder le paquet. Voilà, je tape la commande. Donc là, vous voyez, il déclenche un certain nombre de commandes. C'est celles dont je vous parlais qui sont appelées directement dans le fichier rules. Donc DH install doc, DH install changelog, etc., DH link, DH compress, etc. Donc il y a tout un ensemble de commandes qui sont appelées donc dans les Debian helper et donc qui vont s'appuyer sur le fichier de rules pour déclencher ce qu'il y a à faire. Par défaut, quand vous fournissez rien du tout dans un projet et qu'il y a juste un makefile par exemple, c'est quand même la façon la plus simple d'empacter, c'est d'avoir un makefile minimal. Vous allez avoir besoin de 4 règles. Si je schématise, install, uninstall, qui en général pas jamais utilisé, all, qui est la règle par défaut, build all, make all, la règle clean pour nettoyer, install et uninstall. Si vous fournissez un makefile qui a ces 4 règles, là vous pouvez empacter n'importe quel projet tel que je vous l'ai montré. C'est très simple. Moi, si je tape make install ici, il va gueuler parce qu'il dit ah bah je cherche à installer, je suis utilisateur non privilégié, je cherche à installer des choses dans /usrbin, /usrshare, etc. Par défaut, je peux pas. Et ce qu'il faut, c'est que le système de make install puisse prendre en charge une variable qui s'appelle destdir, qui permet donc de pouvoir installer
lorsqu'on a buildé un paquet, de pouvoir l'installer dans n'importe quel répertoire partout. Et c'est là-dessus que s'appuie le DPKG pour le construire. Donc par exemple, si je fais make dest dir égale /tmp / allez, toto install. Voilà, je fais ls/tmp/toto. Je vais retrouver, vous voyez, je vais retrouver l'installation, voilà, de mon projet. Donc en fait, DPKG va s'appuyer là-dessus. Enfin, les Debian helpers vont s'appuyer là-dessus pour pouvoir dire installe-moi le projet comme si c'était le projet final, mais installe-le-moi dans un autre répertoire. Ensuite, il va prendre tous ces répertoires, il va les parser, il va déterminer quels sont les fichiers à installer, quels sont les répertoires qui sont à créer. Et de ce fait, on se retrouve tout à l'heure, vu que j'ai construit le paquet, on se retrouve dans le répertoire qui est juste au-dessus, avec votre paquet.deb, qui est ici, donc que j'ouvre ici sous vos yeux ébahis. Où est-ce qu'il est? Il est où? Il est là. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que c'est tout petit. Mais croyez-moi sur parole, donc là, j'ai ouvert dans une interface graphique, hein, dans lequel cette interface, ça permet de voir ce qu'il y a dans le paquet. Donc je vais retrouver mon fichier controls, qui va contenir tout ce que j'ai mis dans le fichier contrôle du répertoire Debian. Un fichier md5sum qui va permettre de vérifier la somme de contrôle de chaque fichier. Et ensuite, vous avez tous les objets qui sont délivrés. USR, USRBin, les répertoires USR, USRBin, le script PV-Autosnap, le script, le répertoire USRShare, bash complétion, etc., etc. Donc là, j'ai un paquet que je peux installer directement sur une machine. Ce que je vais aller faire, d'ailleurs, je vais aller transférer ce paquet PV-Autosnap, non, SFTP, je vais aller sur un de mes nœuds. Voilà, cd/tmp et je vais lui pousser. Où est-ce que je suis? // Voilà, donc je viens de pousser par SFTP sur mon nœud Proxmox le Debian. Je vais aller sur mon nœud, hop, cd/tmp. Là, vous voyez, il est ici. Ici. Voilà, donc là, ce que je vais pouvoir faire, donc là, je vais faire PVE Autosnap pour vous montrer qu'il n'est pas déjà installé. Hein, Autosnap. Voilà, il n'est pas là. Donc là, je vais l'installer. Je vais faire apt install /PVE Autosnap. Hop, il me l'installe. Terminé. Et là, si je tape PVE Autosnap, il est ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple à impacter. Hein. Alors, comme tu dis, hein, Denis, dans l'absolu, un .deb, c'est juste un tar xz. Bah, si, dans l'absolu, c'est un tarball, un .deb, qui contient, en plus du contenu, qui contient un certain nombre de fichiers de contrôle que le gestionnaire de package va pouvoir utiliser. Notamment pour vérifier la somme de contrôle de ce qui est installé, pour dire qu'est-ce qu'on va créer comme répertoire, qu'est-ce qu'on va créer comme fichier, etc., etc. Et puis ça contient aussi, on peut rajouter des scripts de pré-install, de post-install, de pré-suppression, de post-suppression qui vont permettre, par exemple, quand vous avez une base de données, quand vous installez un projet qui va créer un virtual host dans le serveur Apache, qui va aller installer les bons fichiers aux bons endroits, activer les bons modules Apache, etc., etc. Donc vous pouvez mettre des scripts de pré-install et de post-install en fonction de la vie d'un paquet, c'est-à-dire installation, remove, purge, upgrade, etc., etc. Et en fonction de tous ces événements, les scripts vont être appelés avec les bons paramètres. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'idempotence, je dirais, de votre système. Et donc, j'ai envie de vous dire, on se fait tous chier, enfin beaucoup de gens se font chier avec des projets comme... ça y est, le nom m'échappe. Mince, aidez-moi, comment ça s'appelle, pour pouvoir déployer sur des machines, etc. Par SSH. En fait, j'ai envie de vous dire, faites des .deb. Ansible, merci. Ansible, putain, j'ai aucune tête. Donc tout le monde s'embête avec Ansible à faire des cookbooks, etc. Mais je vais vous dire, finalement, un cookbook Ansible, c'est pas plus simple que de faire un fichier de contrôle et les scripts qui vont bien pour créer un paquet Debian. Après, ce paquet Debian, vous pouvez le mettre sur un serveur HTTP, etc., etc. Et vous pouvez dire, bah, sur le répertoire qui est servi, on crée les fichiers d'index
Debian et automatiquement votre serveur, si vous avez déclaré la source deb, vous pouvez faire apt install, apt upgrade, dist upgrade, etc. Et vous avez votre idempotency de façon très simple finalement. Donc c'est quelque chose qui est plutôt facile. Ouais, mais en fait, si tu veux, Silence des agneaux, c'est surtout pour gérer 10, 50 serveurs ou 100 serveurs, mais peu importe. Mais en fait, souvent, ce qu'on fait dans Ansible, on cherche à finalement non pas à scheduler des opérations, mais aussi à packager des serveurs en disant tiens, sur tel serveur, je vais installer ça, je vais installer ça. Moi, par exemple, sur beaucoup de mes serveurs perso, notamment serveurs que ce soit des VM, des conteneurs, etc., en fait, le profil de mes serveurs, tout est packagé dans des points deb avec le profil de chaque serveur et ce que j'ai à déployer, etc. Donc en fait, je déploie un point deb. Après que je déploie ce point deb avec un Ansible ou directement SSH à la main, etc., à la fin, ça se résume à apt install mon paquet et mon paquet porte l'intégralité du profil de mon serveur avec tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer ce qu'il y a à déployer. Et du coup, la partie Ansible se résume juste à je fais de l'orchestration de déploiement sur des serveurs et non plus je cherche à faire de l'idempotency sur mes serveurs. Voilà. Donc c'est surtout ça, que je veux dire. Alors Ugly, tu dis avec Ansible, tu vas surtout pouvoir configurer ce que ton paquet installe. Bah, en fait, si tu veux, la configuration de ce que ton paquet installe, tu l'as directement dans un point deb, puisque dans un point deb, tu vas dire je dépends de tel ou tel paquet, mon paquet éventuellement recommande un autre paquet, etc. Et en plus, tu as dans tes scripts, dans tes post-install ou post-suppression, etc., tu peux fournir tous les scripts nécessaires à la logique d'installation ou d'upgrade de ton paquet. Et finalement, Ansible ne devient plus qu'un orchestrateur de ce que tu vas déployer, et non plus quelque chose qui va gérer, comment je dirais, ce que tu dois installer sur le serveur. Voilà. Moi, le fait que ce qu'on doit installer sur un serveur, c'est dans des cookbooks Ansible, souvent déjà c'est des milliards de lignes de YML dégueulasses, on va pas se mentir, et c'est très dur à maintenir. Et comme dit Manon, je trouve que c'est plus propre. En fait, tu prends ton paquet, ton point deb, tu peux l'installer, tu n'as pas besoin de déclarer un serveur à Ansible, etc. Tu prends ton paquet, tu l'installes sur le serveur que tu veux. Après, si ça marche comme tu veux, tu as juste à dire Ansible, bon bah voilà, le paquet .deb qui est ici, tu le déploies sur tel serveur et tu l'installes avec apt install. Point barre. Et si tu modifies la configuration, bah, tu me dis, si tu modifies la configuration, tu modifies un paquet un peu overkill. Mais en fait, c'est exactement ce que tu fais avec Ansible, Ugly. C'est exactement ce que tu fais. Tu le mets dans ton cookbook, ce que tu veux faire. Donc que ce soit dans un cookbook ou dans un paquet, c'est exactement la même chose. C'est juste à des endroits différents. Mais après, rien n'empêche d'avoir ton paquet qui apporte ton logiciel empaqueté et toutes tes dépendances, et que ta configuration spécifique à ton nœud, à ton serveur, soit dans Ansible. Ça, à la rigueur, c'est pas un problème. Ce que je regrette souvent dans ce qui est utilisé dans Ansible ou Chef ou d'autres projets comme cela, hein, c'est que des fois il y a tout un gloubi-boulga de j'essaye d'installer mon projet, les dépendances qui vont avec, je fais et de la config et plein de choses, et en fait ça devient vite compliqué. Donc là je diverge un peu. En plus Thierry a commencé son live et j'en suis désolé. Je voulais vous montrer le dernier truc. On va terminer très rapidement là-dessus. Je vais partager mon écran. On va créer la CI qui va bien. Alors je vais faire mkdir.ci. Moi j'ai créé un répertoire .ci spécifique. Alors mon projet dans mon usine logicielle est configuré pour aller regarder le GitLab.yml dans le répertoire .ci. Pourquoi? Parce que je veux pas que je veux que ça build sur mon GitLab personnel, mais je veux pas que la configuration par défaut sur un gitlab.com aille chercher le .gitlab.yml, puisqu'il n'y aura peut-être pas forcément le même environnement de build. C'est pour ça. Donc moi je vais aller chercher, tiens, pour aller gagner du temps, pve je suis pve bulk /.ci, et je vais prendre le GitLab. Tiens, je vais prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Hop, étoile./. Donc mon GitLab CI.yml. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Vous allez voir, c'est très simple. Zoo. Donc il a deux stages. Il a un stage prépare d'ailleurs qui sert à rien. Ça, celui-là je peux le retirer. Zoo. Il a un stage qui s'appelle build deb. Et ce stage, il a donc il est instancié à deux endroits, build deb AMD64 et build deb ARM64.
Donc si vous regardez le stage, il est très simple. Donc build deb AMD64, il dépend du stage. Donc build deb. Je vais aller chercher une machine de build, un GitLab runner en Debian 12 et qui a l'architecture AMD64. Mes runners sont tagués comme ça, Debian 11, Debian 12, ARM64, AMD64, etc. Et je lui dis, si c'est sur master ou sur release, alors tu appelles le script de build qui s'appelle ci build deb.sh, tout simplement. Et pour ARM64, il fait la même chose. Et après, il récupère directement les artefacts. Alors, on va faire ça. Donc, que je vous montre juste le script ci build deb.sh. Pareil, j'ai horreur d'avoir dans mes GitLab ci.yml des tonnes de lignes de script, etc. J'aime bien avoir un script que je peux appeler à la main. Donc moi j'ai un script qui s'appelle donc ci builddeb.sh, donc qui va faire exactement que je peux lancer à la main sur ma machine, et donc qui va faire exactement ce que ça doit faire. Et comme ça mon GitLab CI il contient pas plein de lignes de commandes de bash, mais juste un appel à un script particulier. Donc il vérifie que je suis bien dans mon répertoire, que j'ai bien un makefile, il passe en mode debug. Il supprime le répertoire de build temporaire s'il existe déjà. Je clone mon propre répertoire dans le répertoire temporaire. Donc en fait, j'auto-clone mon dépôt. Je rentre dedans, je supprime le point git de ce dépôt cloné. Ensuite, je fais make build package. Et le make build package, je fais juste un dpkg build package-b-no sign. Voilà. Ensuite, il revient, une fois qu'il a buildé le package, il revient au-dessus et il supprime le répertoire temporaire. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, c'est très commenté, comme ça vous aurez accès à tout. Donc, une fois que ça c'est fait, je fais git status. Donc, je vais faire git add.ci. Voilà. Je vais faire un commit. Debian packages. Voilà. Et je vais faire un git push. Et normalement, la magie devrait opérer, puisque sur mon serveur GitLab, ça devrait se mettre à builder. J'espère que j'ai pas merdé. Voilà, PEV AutoSnap, il est là. Attends, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, il est en train de builder. Donc, il a déjà buildé la partie AMD64 et la partie ARM64. Ça met un peu plus de temps sur la partie ARM64 parce que ça tourne dans une VM avec QEMU, ARM64, etc. Avec TCG, Time Decode Generator. Donc, c'est un peu plus lent. Donc, mais par contre, là, si je vais sur le build deb64, je vois bien que il a exécuté mon build, il a fait exactement ce que je lui ai dit de faire dans mon script, et à la fin je me retrouve avec un artefact qui est ici, qui est pvautosnap 000-1. Enfin AMD64. Et donc cet artefact, je peux le télécharger, je peux aller l'installer ou le mettre sur GitHub dans une release, etc. Et c'est ce que je ferai un petit peu plus tard lorsque j'aurai fignolé tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, je remonte un petit peu les commentaires. La chaîne de CI/CD va reconstruire le paquet. Ansible va procéder à péter update. Exactement. Je ne suis pas choqué que la partie dev génération de livrables soit gérée par des paquets deploy. Le gestionnaire de paquets est orchestré par Ansible. Moi, je trouve que c'est plus propre de faire comme ça, pour être très honnête. Hein. Mais au moins, c'est que je ne dépends pas d'Ansible pour déployer quelque chose. Et Ansible ne devient finalement qu'un orchestrateur de ce que je veux déployer sur quel serveur. Voilà. Après, ce que je vous ai montré là, je l'ai fait pour du paquet Debian, hein, mais vous pouvez le faire pour RPM aussi. Hein, ça marche tout pareil, franchement. Hein. Donc, c'est assez simple. Et puis, je vous montrerai une prochaine fois comment on peut aller plus loin, notamment avec les fichiers donc, de préinstallation, post-installation, pré-suppression, post-suppression pour faire les upgrades, etc. Notamment quand vous voulez, par exemple, modifier des schémas de base, etc. etc. Un peu comme le fait le point deb de GitLab CE, par exemple, lorsque vous mettez à jour votre serveur. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est où vous gérez l'idempotence, non pas par un outil externe, mais directement par gestionnaire de paquets de votre distribution. Et que ce soit Debian ou un RPM, c'est tout pareil. Voilà. Donc Sylvain, tu dis il faudra que je te pose la question pour publication du deb dans un annuaire pour faire apt install Slidesk. Bah, exactement. Bah, écoute, justement, j'en discuterai une prochaine fois, je vous montrerai comment on crée un repository. Comment on crée sur un serveur web tout simplement un repository sur lequel vous allez signer vos paquets, déposer vos
vos paquets, générer un index et vous aurez juste sur votre machine besoin d'ajouter l'apt, enfin le repo deb pour qu'on puisse avoir l'apt install directement sur votre système. C'est très simple. C'est ce que fait Proxmox par exemple, hein. Ils ont leur propre dépôt, c'est http://download.proxmox.com pour la partie Community Edition. Et voilà, donc ils ont un répertoire dans lequel ils déposent leur deb, ils font un dpkg scan packages pour générer les index, et ensuite vous avez juste besoin de déclarer ces index sur votre machine, tout simplement. Voilà pour ça. Bah écoutez, on a fait le tour. J'ai largement débordé et Thierry va m'en vouloir, mais on va aller faire le raid chez notre ami Thierry. J'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère que ça, vous avez vu comment on fait et que j'ai pas été trop vite. Sinon, n'hésitez pas à me poser les questions, soit sur les réseaux sociaux ou en m'envoyant des DM, etc. Ça fait longtemps, je l'avais dit. Faudra que j'écrive un article sur le sujet pour que ce soit un peu plus dense et puis que vous ayez la matière réellement facile à appréhender là-dessus. Et puis voilà. Et bien écoutez, on va aller chez Thierry. Raid. Je vais faire un raid Titi Bobby. Zoo. Alors, est-ce que ça part ce raid? Le raid est créé. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. En plus, là, c'est une courte semaine pour beaucoup de gens. Moi, je travaille demain, je travaille vendredi, mais on a quand même une sorte de week-end en plein milieu de la semaine. Donc, profitez bien de vos jours fériés si vous en avez. Profitez bien de votre week-end prolongé si vous en prenez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On part directement chez Thierry. Allez, des bisous. Bye bye.